À tous, merci d'être ici à l'Assemblée générale annuelle du Collège des agents de brevet et des agents de marque de commerce. Je suis Ruth McHugh, présidente du conseil d'administration du Collège et je déclare maintenant ouverture de la réunion. La KBMC est l'organisme fédéral canadien de réglementation des agents de brevet et des agents de marque de commerce, dont le personnel et les titulaires de licences vivent et travaillent dans notre vaste pays libre. J'aimerais reconnaître les terres que nous appelons le Canada, le territoire traditionnel et ancestral de nombreux peuples autochtones, des gens qui vivent et prennent soin de ces terres depuis des générations. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Ottawa sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir traditionnel et les aînés qui sont toujours avec nous, ainsi que pour ceux qui nous ont précédés. Nous respectons l'histoire, les langues et les cultures des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les premiers peuples du Canada, dont la présence continue d'enrichir nos communautés. La réunion d'aujourd'hui est traduite simultanément en français. Dana Dragomir, directrice des communications, expliquera comment accéder à l'interprétation française. Tout le monde, tous ceux qui veulent participer à la rencontre aujourd'hui en français, vous pouvez le faire avec vos téléphones à partir de l'invitation Zoom. Et il y a une icône d'une globe terrestre. Vous allez sélectionner français. Donc, juste écoutez sur vos écouteurs. Thank you, Donna. Just to kind of give you a little bit of the order of the day, we're going to spend about Merci, an hour Dana. Pour vous donner une idée, de l'ordre du jour, nous passerons 1 heure à vous présenter, suivi d'environ 30 minutes pour des questions de nos participants en personne et en ligne. Pour poser une question via le Zoom, veuillez l'entrer dans la section questions et réponses et nous y répondrons pendant la période de questions. Pour toutes les personnes présentes dans la salle, veuillez vous approcher du microphone sur le stand pour poser votre question. Suite à la réunion, nous vous invitons à rester pour une réception informelle avec quelques rafraîchissements légers. Ce sera super de pouvoir se rassembler et d'avoir un moment ensemble. Alors, il s'agit de ma deuxième année à titre de présidente du collège, bien que je siège au conseil d'administration depuis la création de l'ordre, dans le cadre d'un mandat vaste et novateur visant à réglementer les agents de brevet et les agents de marque de commerce canadiens dans l'intérêt public. Le collège est passé d'une jeune entreprise sans financement à un organisme de réglementation professionnelle contemporain de premier plan. La dernière année a été très enrichissante avec l'achèvement des profils de compétences, le lancement des nouveaux examens et la vaste consultation sur les voies d'accès. Le Collège a également pris des mesures pour protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre une escroquerie par hameçonnage extrêmement agressive ciblant le public canadien. L'équipe du Collège a fait un travail exemplaire, tout comme son conseil d'administration. J'aimerais prendre un moment pour vous présenter le CA. En mai, le Collège a tenu des élections pour pourvoir 2 postes de titulaire de permis au sein du Conseil. Nous tenons à remercier sincèrement nos directeurs sortants Andrew Courier et Bridget Chan pour leur contribution exceptionnelle. Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux administrateurs, Anne-Abigail Fils-Aimé et Dennis Haskell. Anne-Abigail est une agente de marque de commerce de classe 3 en formation. Elle est titulaire d'un bac en gestion des affaires internationales et possède plus de 6 ans d'expérience dans le domaine des services juridiques, aidant les organisations à protéger et à commercialiser leurs actifs incorporels. C'est le moment opportun pour Anne-Abigail d'apporter le point de vue des futurs agents aux discussions de la Commission sur les exigences d'accès à la profession. Bienvenue, Anne-Abigail. Dennis Hasgo est agent de brevet inscrit et membre du groupe de la propriété intellectuelle de Fasken, où il conseille des clients mondiaux sur la protection stratégique des brevets au Canada et aux États-Unis. Il a commencé sa carrière en tant qu'examinateur de brevets à l'Office des brevets et des marques des États-Unis, l'UPSCO, et compte maintenant plus de 35 ans d'expérience professionnelle apportant une perspective transfrontalière au droit de la propriété intellectuelle, éclairée par la pratique privée et les rôles internes. Je comprends qu'il s'est joint à nous de quelqu'un de quelque part de l'Europe, alors il est déjà dévoué à son poste. Cette réunion spéciale avait été planifiée bien avant son élection. Alors, Dennis, nous vous aimons déjà. Au nom de l'actuel conseil d'administration du collège, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues.
Le Collège a la chance d'avoir à sa tête des administrateurs dotés d'une expertise aussi diversifiée qu'approfondie. Lorsque j'appelle votre nom, si vous êtes dans la salle, veuillez vous lever pour que nous puissions vous saluer. Nos administrateurs nommés sont Iris Almédé-Côté, Amber Batul, Karima et Tom Conway. Nos directeurs élus sont Stephen Garland, directeur de l'agent de brevet, Scott Jolliffe, directeur de l'agent de marque de commerce. Nous sommes également accompagnés des présidents de certains comités de réglementation et de gouvernance du Collège. Ces comités jouent un rôle essentiel dans les initiatives réglementaires que nous remplissons sous notre mandat. Lorsque j'appelle votre nom, si vous êtes dans la salle, veuillez vous lever pour que nous puissions vous saluer. Kristen Dangerfield, présidente du comité des enquêtes. Marcel Mongeon, président du comité de discipline. Bob Plamondon, président du comité de vérification et de gestion des risques. Marc Pioro, président du comité d'inscription. Nous vous remercions sincèrement pour le rôle de leadership que vous jouez dans l'exécution de notre mandat de réglementation. Je passe maintenant la parole à Judah Sarinsky, chef de la direction et registraire, pour en dire plus sur le collège et faire le point sur le cadre stratégique 2023-2025. Merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un zoom arrière et représenter à nouveau le collège. Nous célébrons notre 4e anniversaire, alors on est encore jeune. Alors j'aimerais vous partager encore plus sur cette jeune organisation pour que vous en appreniez plus. J'aimerais également partager quelques faits saillants de l'information qu'on a eue de la profession, des façons que nous essayons de connecter les clients avec les titulaires de permis, des améliorations au niveau de l'enregistrement pour faciliter le tout, ainsi que où nous en sommes rendus sur notre plan stratégique qui prendra fin à la fin de l'année. Par la suite, nous dirons qu'est-ce que l'an passé a contribué et quels sont nos prochains projets. Premièrement, le Collège est le gestionnaire de réglementation indépendant pour les agents de brevet et les agents de propriété intellectuelle au Canada. Notre vision est audacieuse. Nous voulons donner accès à des agents de marque de brevet qui sont à jour dans leurs connaissances intellectuelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant? Premièrement, nous sommes séparés de tout gouvernement et nous ne sommes pas rattachés à aucune association. Notre conseil est composé de directeurs divers, mais aucun d'entre eux ne sont des membres du gouvernement ou d'autres associations professionnelles qui défendent les intérêts des membres. L'indépendance se reflète dans la structure de notre CA. Ça veut dire aussi qu'au niveau opérationnel, nous opérons de façon indépendante, séparément du gouvernement et indépendamment du financement. Notre financement provient principalement des frais de permis et d'autres frais reliés aux examens et des frais réglementaires. En termes d'organismes de réglementation d'intérêt public, c'est une expression couramment utilisée pour décrire le travail de réglementation professionnelle et qui est utilisée pour décrire l'objet du collège dans notre loi. Nous nous considérons comme desservant plusieurs publics. Nous desservons le grand public, nous réglementons dans l'intérêt public pour bâtir la confiance et renforcer la confiance de nos Canadiens. Nous travaillons pour desservir des publics d'innovateurs et des clients des agents de brevet et des agents de marque de commerce pour qu'ils soient assurés qu'ils ont accès à des professionnels qui offrent des services professionnels dans leur domaine. Et bien sûr, notre public inclut les titulaires de licence d'agents de brevet, les agents de marque de commerce ainsi que les agents en formation. Nous réglementons ces titulaires de licence. Nous établissons les normes d'accès à la profession et les compétences attendues des agents. Et nous travaillons en partenariat avec eux. Les décisions prises à tous les niveaux doivent prendre en équilibre tous ces intérêts et ces perspectives autant et aussi longtemps que nous desservons nos publics. Voici des choses que nous faisons. Le gouvernement a confié au Collège un mandat important. Nous sommes responsables de l'établissement des normes de compétences, des exigences d'accès à la profession, de l'administration des examens d'aptitude. Nous les avons mis en œuvre
selon le code de déontologie, qui est le code qui prescrit la conduite des agents de marque de brevet et des agents de marque de commerce, de la gestion d'un registre public où les gens peuvent retrouver les agents et s'assurer que ceux qui sont sur le registre sont reconnus et sont des professionnels. Nous établissons aussi les attentes pour l'assurance responsabilité des agents, le perfectionnement professionnel continu et ainsi que d'autres exigences. Pour une institution dont le budget fonctionnement n'est qu'environ 3 millions de dollars, c'est une très grande portée. Alors, nous sommes heureux que nous ayons du personnel incroyablement dévoué qui travaille de façon acharnée pour que le tout soit possible. Nous sommes petits, mais nous sommes puissants. Nous avons ouvert en plein milieu de la pandémie, alors nous travaillons à distance. Alors, on peut tirer avantage de personnels qui sont situés à Halifax et même à Ottawa. Et notre travail nous amène jusqu'à la côte du Pacifique également. Alors, cette année, nous avons administré de nouvelles questions dans notre rapport annuel. Nous avons des données que nous partagerons aujourd'hui sur la profession à ce jour. Nous réglementons les agents de brevet et les agents de marque partout au Canada. Vous voyez sur la diapo que la majorité d'entre eux sont basés en Ontario et au Québec, mais nous avons une représentation géographique à travers toutes les provinces. Et nous continuons d'explorer les permis et où il y aurait des manques dans la rencontre des besoins de permis et où des services additionnels seraient utiles. Mais nous avons une profession robuste, une expertise bien distribuée. Au Canada, nous avons un peu plus de 1200 agents de marque de commerce de classe 1, 900 agents de brevet de classe 1 et 21 des titulaires de licence détenaient à la fois une licence d'agent de brevet et une licence d'agent de commerce, de marque de commerce. En ce qui concerne l'endroit où ces agents travaillent, nous avons demandé à nos agents la question. Il est intéressant de savoir que pour les agents de brevet, 45 d'entre eux sont dans des cabinets. Nous en avons qui travaillent dans des environnements corporatifs. Il y en a d'autres qui sont de vrais solos. Et notre portion travaille dans d'autres domaines comme les organismes à but non lucratif. Pour les marques de commerce, c'est similaire. Il y a un nombre légèrement supérieur dans les cabinets d'avocats. Il y a 9 qui travaillent dans des agences de propriété intellectuelle et 10 à l'interne et 10 sont des praticiens à titre individuel. Donc, vous voyez les domaines de pratique à travers le pays. Nous avons demandé à nos titulaires de permis aussi quelles étaient leurs activités professionnelles. Il y en a qui pensent que des agents de brevets ne font qu'approuver des brevets. Ça rentre et ça sort. Non, ce n'est pas l'essentiel de notre travail. Il parle de stratégie de propriété intellectuelle. Il doit comprendre les besoins du client. Il travaille de façon collaborative avec le client. Du côté des brevets, on voit au moins que la moitié du temps qui est passé par les agents est passé sur la rédaction et dépôt de poursuite de demande de brevets. Mais il y a d'autres tâches que les agents de brevets font à tous les jours. Ils font de la gestion de litiges, le soutien transactionnel, les activités de consultation, la gestion de portefeuille, la stratégie en matière de brevets. Donc, il y a plusieurs tâches du travail diversifié et nous devons reconnaître la gamme complète de connaissances qui est requise pour ce genre de travail. Et pour les agents de marque de commerce, c'est très similaire. Il n'y a pas juste l'approbation des marques de commerce. 17 est investi dans la stratégie en matière de marque de commerce et gestion de la propriété intellectuelle, les activités de consultation, la gestion du portefeuille, le soutien transactionnel, la représentation devant la commission des oppositions des marques de commerce, la représentation dans les procédures d'annulation. Donc, il y a un mélange de travail de défense des intérêts ainsi que des activités de consultation. Pour les clients, nous avons des auto-rapports très intéressants, donc des choses qui ont été rapportées par nos clients.
Sur la diapo, on voit qu'il y a une belle courbe de Bell. Environ 25 travaillent pour des petites ou moyennes entreprises, 19 sont des sociétés ouvertes, 18 travaillent pour des grandes entreprises, 14 des entreprises en démarrage. Nous avons également des innovateurs indépendants représentés et des organismes de recherche. Alors, vous voyez, tous les domaines de l'innovation canadienne sont reflétés ici. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes d'endroits qui ont besoin de l'assistance de professionnels. Du côté des marques de commerce, nous voyons une charte en forme de tarte similaire. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais vous pouvez voir encore une fois que de l'innovateur individuel jusqu'aux grandes entreprises sont bien représentées. C'est les données que nos agents réglementaires ont pu obtenir de nos titulaires de permis. Nous allons continuer de les surveiller. Nous allons continuer de faire ressortir les tendances et nous posons des questions à nos titulaires de permis à chaque année. Et de cette façon, nous pourrons réglementer de façon la plus agile possible pour comprendre où sont les problèmes, quelles sont les tâches qu'ils font au jour le jour et comment nous pouvons les réglementer de façon efficace. Une autre partie de notre travail est de mettre en contact les titulaires de permis avec les clients et vice-versa. Donc, nous avons des registres. Essentiellement, le registre va dire est-ce que cette personne est légitime et est-ce qu'elle a un permis valide. Mais nous voulons devenir un peu plus facile d'accès pour les consommateurs. Nous avons ajouté une fonctionnalité de recherche avancée. Et ça, c'est grâce à nos partenaires d'écosystème IT. TI. Donc, l'année passée, nous avons ajouté la capacité de faire une recherche par géographie. Par exemple, si vous voulez trouver quelqu'un à Vancouver, vous pouvez le faire maintenant. Ou à Montréal, vous pouvez le faire. Cette année, on a ajouté une nouvelle fonction pour rechercher les langues parlées, les langues officielles ou d'autres langues, ainsi que des types de domaines de pratique, pas seulement les brevets et les marques de commerce, mais les industries dans lesquelles les titulaires de permis disent au public qu'ils peuvent faire du travail. Donc, les titulaires de permis sont reliés par le code de déontologie, alors ce qu'ils disent doit être vérifié. Mais c'est utile parce que si quelqu'un travaille dans les sciences de la vie, il peut filtrer sa recherche pour travailler avec quelqu'un qui travaille dans ce domaine spécifique. Nous aurons également un icône que nos titulaires de permis peuvent choisir ou non pour nous dire s'ils prennent de nouveaux clients ou non. Donc, ceci va limiter le temps perdu à dire aux clients qu'ils ne sont pas disponibles pour prendre de nouveaux clients. Ceci va vraiment aider dans la recherche et aider à connecter les clients à des professionnels plus rapidement. Maintenant, nous allons regarder notre cadre stratégique qui arrive à sa fin, mais c'était notre cadre 2023-2025. Il avait mis l'accent sur l'infrastructure organisationnelle et réglementaire. Nous avons bâti le tout de zéro. Nous avons fait le perfectionnement professionnel et compétences, la réglementation professionnelle, comment continuer de travailler avec les relations et les communications et bien sûr la gouvernance et la surveillance de tout cela. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Généralement, certains de ces domaines sont reliés à renforcer la réglementation, de bâtir des systèmes robustes en ligne pour le public que nous desservons et pour les titulaires de permis qui ont maintenant un système que nous améliorons de façon continue pour eux. Nous développons les relations du collège dans l'écosystème de l'API pour travailler de façon efficace dans le meilleur intérêt du public et nous nous assurons que le collège a une gouvernance solide pour soutenir la réglementation professionnelle. Le travail qui est fait aussi, nous avons débuté la résolution des plaintes, de s'occuper des instances de pratiques non autorisées. Vous aurez plus de détails bientôt et aussi une évolution continue des privilèges des agents de marque de brevet et d'agents de marque de commerce, ce qui est important pour protéger les droits à la confidentialité de nos employés. En 2025, nous allons lancer plus tard cette année des vidéos d'éthique qui
vont présenter notre code de déontologie. Nous sommes très reconnaissants à nos titulaires de permis qui nous ont aidés à développer ce contenu. Restez à l'affût, ça va sortir à la fin de l'année. Nous avons également publié un article sur Gen AI, donc le IA génératif. Ça a été très bien reçu. Cet article parle des pratiques que les agents de marque de brevet et de marque de commerce doivent considérer généralement et de quelle façon l'intégrer de façon éthique et pratique dans leur travail. Sur ce, nous avons décidé de mettre de côté le domaine du développement professionnel continu parce que lorsque nous avons établi quelles sont les compétences nécessaires pour devenir un agent, nous avons regardé les connaissances et les compétences requises et nous avons décidé de parler de cheminement de formation et comment les connaissances peuvent être intégrées pour comprendre qu'est-ce qui sera nécessaire pour continuer le développement professionnel. Donc, nous reviendrons à ce sujet important. Ça fait partie de notre mandat de base, mais nous le ferons dans notre prochain plan stratégique et probablement aussitôt que 2026. Alors maintenant, nous allons parler du futur. Nous parlons de 2024, mais nous allons le relier à ce que nous faisons cette année également. Ce sont des éléments qui ont été couverts dans le rapport annuel. Et voici un changement bizarre. C'est que notre rapport annuel n'a pas encore été soumis au Parlement en cours de l'élection et du nouveau gouvernement en place. Alors, il n'est pas encore disponible au public. Dès qu'il deviendra disponible, nous l'afficherons sur notre site Web. Mais pour aujourd'hui, ce que nous ferons, c'est que nous soulignerons certains des accomplissements de l'an passé et soyez rassurés, c'est basé sur ce que vous trouveriez dans le rapport annuel. Alors, dans les dernières années, le début pour nous, ce fut l'accès. C'était un élément important pour nous de s'assurer que depuis l'inception, nous puissions nous assurer comment un organisme réglementaire comme le CABAMC pouvait continuer de faciliter l'accès à des services professionnels en termes d'agents de brevet, de propriété intellectuelle. Nous avons continué à élaborer les attentes des praticiens, le profil de compétences, on va en parler avec Jen, et de s'assurer que les cheminements pour obtenir un permis soient équitables et qu'il n'y ait pas des obstacles non nécessaires pour l'entrée. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jen Slobodak, qui est une directrice pour l'inscription et l'éducation. Elle est la registraire en chef. Donc, c'est à vous, Jen. Merci, Judah. C'est un plaisir d'être avec vous. En 2024, le Collège a finalisé le cadre de compétences des agents de brevet et des agents de marque de commerce. L'établissement d'attentes claires à l'égard des praticiens attire les gens dans les professions. Ça permet au public de savoir ce qu'ils peuvent s'attendre des praticiens et aide les agents actuels à orienter leur perfectionnement professionnel continu. Un tel cadre n'existait pas avant l'entrée en vigueur du Collège. Après l'adoption des profils de compétences techniques pour les agents de brevet et les agents de marque de commerce en 2023, le Collège s'est concentré sur la création du profil de compétences des fondements professionnels en 2024. Il s'est appuyé sur des groupes de travail des titulaires de licence et un sondage de validation à l'échelle de la profession rempli par 108 titulaires. Le profil de compétences a été adopté par le conseil d'administration en mars 2025. Ce profil décrit les compétences professionnelles qui doivent compléter les connaissances techniques d'un agent pour une pratique efficace. Avec l'adoption de ce profil, un cadre complet existe maintenant pour les professions. Nous remercions tout le monde, incluant les titulaires de préférence qui ont contribué à la création de ce profil. Une partie du mandat du Collège constitue à administrer les examens d'aptitude pour devenir un agent de brevet ou un agent de marque de commerce. Depuis l'entrée en vigueur du Collège, les intervenants en PI ont soulevé des préoccupations au sujet des examens. Les améliorations apportées aux anciens examens ont commencé en 2021 avec la décision d'administrer les examens virtuellement pour faciliter l'accès et réduire les coûts pour les titulaires de permis qui autrement auraient dû se déplacer. Le Collège a commencé à remanier les examens d'aptitude après l'approbation des profils de compétences techniques en 2023.
Les nouveaux examens ont été lancés en 2024. Avec l'aide de plus de 100 titulaires de permis, le Collège a lancé un tout nouveau régime d'examen qui évalue les connaissances et les compétences décrites dans les profils de compétences techniques. Les nouveaux examens sont divisés en examens de connaissances et examens de compétences. Le nouveau cadre est conçu de manière à ce que les candidats démontrent des connaissances de base avant de tester leur capacité à appliquer leurs connaissances et leurs compétences. Pour favoriser la réussite des candidats, le Collège offre des exemples de questions d'examen et d'orientation pour les candidats. De plus, à compter de 2025, le Collège a offert des occasions de passer les examens théoriques afin d'offrir aux candidats qui ne démontrent pas de compétences la première fois une autre occasion afin que les examens pratiques ne soient passés à l'automne. Mais aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de parler du travail que le Collège a entrepris pour évaluer les voies d'accès à l'obtention du permis, en particulier le programme de formation. Au moment de l'entrée en vigueur du collège, la voie pour devenir un agent de brevet ou un agent de marque de commerce était demeurée pratiquement inchangée pendant de nombreuses années. À l'heure actuelle, les stagiaires, agents de brevet et d'agents de marque de commerce doivent suivre un programme de formation de 24 mois, puis réussir des examens d'aptitude. Bien que ces exigences aient produit de nombreux excellents agents de brevet et de marque de commerce, les titulaires de licence et d'autres intervenants en pays ont dit qu'il y avait place à l'amélioration. Après avoir établi les profils de compétences et remanié les examens d'aptitude, il a fallu que le Collège se concentre sur la révision du modèle de programme de formation pour l'entrée dans les professions. Les programmes de formation sont importants. Ils sont un élément clé du processus d'obtention du permis d'exercice, mais leurs forces et leurs défis n'ont pas été étudiés. Au fil du temps, la durée du programme de formation a varié de 0 à 1 ou 2 ans. Dans d'autres juridictions, comme les États-Unis, les programmes de formation ne sont pas une exigence dans le processus pour devenir un agent. Nous savons qu'il existe d'autres façons d'inculquer des connaissances et des compétences et nous voulons savoir ce qui fonctionne dans le modèle actuel et ce qui pourrait nécessiter des améliorations. Compte tenu des différentes façons et dont les professions et les agents de brevet, les agents de marque de commerce en particulier, apprennent et y entrent, il pourrait également y avoir des parcours complémentaires qui pourraient améliorer l'expérience de formation. En fin de compte, nous voulons adopter une approche pertinente pour le Canada. Donc, en 2024, nous avons entrepris une vaste consultation sur les programmes de formation. Aujourd'hui, nous vous présentons ce que nous avons entendu au cours de cette consultation, où il y a place à l'amélioration dans les cadres existants et quels changements nous apportons immédiatement. Tout d'abord, je vais donner un aperçu du processus de consultation. Je présenterai ensuite les 10 principales conclusions. Enfin, je présenterai les prochaines étapes prévues au cours des 12 prochains mois pour régler certains des problèmes qui ont été relevés. Ces premières mesures ne représentent pas des changements aux exigences du programme de formation, mais offrent un soutien pour faciliter une expérience réussie pour les stagiaires et les superviseurs. Il s'agit d'un projet à long terme qui évolue lentement car nous voulons également explorer les autres façons dont les personnes pourraient acquérir des compétences en dehors du programme de formation actuel. Si des changements aux exigences du programme de formation sont proposés, le Collège les consultera. En 2024, le Collège a retenu les services d'un consultant indépendant, Calibrate Solutions, pour recueillir des informations auprès des parties prenantes et des titulaires de licences de propriété intellectuelle sur les expériences et les points de vue de l'apprentissage. Le projet de consultation visait à évaluer les avantages et les défis associés au modèle d'apprentissage de 24 mois. Les objectifs de la consultation étaient les suivants. Entendre directement les titulaires de licence et d'autres intervenants en pays parler de leurs expériences et de leurs points de vue sur l'apprentissage, en apprendre davantage sur les besoins de tous les intervenants pour améliorer l'équité et l'accès au sein de la profession et trouver des moyens de réduire les obstacles inutiles à la profession. La consultation a été menée entre avril et novembre 2024 et comprenait des groupes de discussion avec plus de 50 participants, ainsi qu'un sondage auprès de stagiaires et de superviseurs qui a été rempli par plus de 100 titulaires de permis.
Les participants au groupe de discussion comprenaient des superviseurs, des stagiaires, des consommateurs, ainsi que des participants de l'EPIC et de l'IPIC. Le collège a également participé à des activités de sensibilisation, a reçu des mémoires en réponse aux documents de consultation. Nous sommes reconnaissants à l'IPIC et à la table ronde du déjeuner. Alors, voici les principaux constats. Donc, le plus grand obstacle à l'obtention du permis d'exercice est l'incapacité d'obtenir l'apprentissage. Les répondants de tous les milieux de consultation ont souligné que l'obtention d'un apprentissage est le plus grand obstacle à l'obtention d'un permis d'exercice. Comme il n'y a pas assez de place pour le nombre de personnes qui cherchent un apprentissage, cette exigence constitue un goulot d'étranglement au processus d'accès à la profession. Le deuxième est l'absence d'exigences de formation structurée pour les apprentissages en propriété intellectuelle pose des difficultés aux stagiaires et aux superviseurs. L'orientation du collège est souhaitée par tous. Les expériences d'apprentissage varient considérablement. Tous ont convenu que la véritable valeur d'un apprentissage dépend de la qualité de la supervision et du dévouement et du soutien de chaque superviseur. Les superviseurs et les stagiaires ont exprimé le souhait d'exigences de formation plus structurée et d'orientation de la part du collège pour mieux aider toutes les personnes impliquées dans le processus, en particulier avec les récents changements apportés aux examens et le déploiement des profils de compétences techniques. Le troisième point, c'est que la profession voit le modèle d'apprentissage comme essentiel. La plupart des répondants étaient d'accord que pour dire que le modèle d'apprentissage est un aspect essentiel de formation pour devenir agent de propriété intellectuelle. La pratique de la propriété intellectuelle est incroyablement complexe. Pour bien servir le public, les agents ont besoin de temps, d'expérience pratique et de mentorat pour apprendre les exigences pratiques et techniques du poste. S'engager dans les clients sous la supervision d'un praticien expérimenté est un moyen essentiel pour développer pleinement les compétences nécessaires et la pratique. Le maintien de l'exigence actuelle de 24 mois pour tout État était la réponse la plus courante pour les répondants au sondage et au groupe de discussion. Le quatrième point, certains répondants étaient ouverts à que le collège explore les voies d'accès à l'éducation. Cela pourrait inclure des programmes d'études, de cours, formations modulaires ou une combinaison d'éducation et d'expérience. Il est important de noter que le collège examinerait la connaissance des compétences, des profils et compétences qui pourraient être acquis par l'éducation par rapport à l'expérience, les coûts potentiels pour les stagiaires, les conditions du marché pour la viabilité, les programmes et la question de savoir si les programmes et les cours étaient offerts en français et en anglais. Le parcours axé sur l'éducation pourrait améliorer l'accès aux professionnels en éliminant certains des obstacles à l'entrée qui ont été identifiés liés à l'obtention de l'apprentissage. Les échanges, le cinquième point, l'échange d'examens retardant l'entrée de la pratique. Les superviseurs et les stagiaires ont exprimé leur frustration quant au fait que les échéanciers et les calendriers actuels des examens retardent l'entrée en pratique. De nombreux stagiaires doivent attendre 3 ans pour passer à l'examen final. Cela prolongé sur les 24 mois d'apprentissage, au-delà de la barrière des 2 ans pendant que les stagiaires attendent les séances d'examen. Le sixième point, les superviseurs aimeraient que des mesures d'incitatifs à la formation soient mises en place. Les superviseurs et les représentants du cabinet ont souligné les difficultés liées à la formation de nouveaux agents, y compris le temps et le fardeau financier considérable que les supervisions assument pour former les nouveaux agents, en particulier si c'est des personnes quittent peu de temps après l'obtention du permis. De nombreux répondants considèrent la formation comme un service à la profession. Le septième point, les répondants ont mis en garde contre les changements rapides du processus de délivrance du permis. Nous attendons les préoccupations concernant les changements rapides et nous convenons qu'un rythme plus lent est la bonne approche. Comme nous l'avons mentionné, si les changements importants sont proposés au processus d'autorisation, le collège consultera. Le huitième point, les pratiques de propriété intellectuelle devraient être encouragées plus largement afin d'encourager davantage de personnes, y compris des personnes de divers milieux, à entrer dans la profession.
Les répondants ont expliqué qu'il fallait en faire plus pour promouvoir les carrières en propriété intellectuelle. De nombreux stagiaires ont indiqué qu'ils n'avaient aucune idée que cette carrière était une option pendant leur formation de premier cycle. Plusieurs sont tombés sur la pratique eux-mêmes et ont été initiés alors qu'ils étaient déjà établis dans une carrière professionnelle. Le 9e point, c'est que les répondants ont identifié plusieurs paramètres que le collège pourrait vouloir utiliser pour aider à évaluer l'efficacité de la voie d'accès aux professionnels actuels, en plus des données actuelles que le collège a déjà accès, y compris la taille des professions et les statistiques sur les examens. Les répondants ont suggéré de mener des sondages après l'obtention du permis. Et finalement, le 10e point, il faut clarifier le rôle du collège. Certains répondants ont exprimé la confusion quant au rôle que le collège avait remplacé par d'autres organisations de propriété intellectuelle. Les principes amènent à élaborer les prochaines étapes que le collège pourrait régler pour certains problèmes qui ont été relevés. Les prochaines étapes devraient être mises en œuvre au cours des prochains 12 mois. Le premier, c'est de mettre à jour le registre public pour faciliter l'obtention d'un apprentissage. La consultation a relevé que le plus grand obstacle à l'obtention du permis était l'incapacité d'obtenir un apprentissage. Dans un premier temps, les agents de la classe 1 et classe 2 qui sont ouverts à superviser un agent de classe 3 en formation pourront l'indiquer sur leur profil du collège. À leur tour, les agents de classe 3 en formation qui sont à la recherche d'un superviseur pourront l'indiquer sur leur profil du collège. Ces renseignements seront alors visibles et consultables sur le registre public si les deux parties sont en consentement. Le collège reconnaît qu'il s'agit d'un petit pas pour aider les personnes qui cherchent à devenir apprentis avec leur profession et continuera d'explorer comment elles et d'autres intervenants du pays pourraient aider à combler les écarts entre ceux qui souhaitent accéder à la profession et ceux qui sont ouverts à servir comme superviseurs. Le deuxième point, c'est d'élaborer les ressources de formation pour guider les superviseurs et les stagiaires sur les exigences en matière de formation. Afin d'aider les superviseurs et les stagiaires à acquérir des expériences de formation qui leur préparent à l'accès de la pratique au collège, le collège va fournir des matériels qui pourraient aider la structure, la formation et permettre d'abord à tous les domaines de connaissances et de compétences au cours de la période de formation de 24 mois. Des ressources de formation supplémentaires seront envisagées pour développer au cours des 12 à 24 mois prochains. La troisième action, c'est de réviser les critères d'admissibilité des agents de classe 3 en formation pour tenter l'examen de connaissances en matière de brevets des marques de commerce. À compter de l'administration de l'hiver 2026, les agents de classe 3 en formation qui ont complété au moins 12 mois de formation supervisée et approuvée seront admissibles à l'examen théorique s'ils le souhaitent. Pour rappel, les examens théoriques ne sont que la première partie du processus d'examen. Un titulaire de permis doit démontrer la compétence aux examens théoriques avant d'être en mesure de passer les examens techniques. La réduction de 24 à 12 mois vise à aider les stagiaires à terminer le processus d'obtention du permis d'exercer et d'exercer sans restriction plus rapidement en démontrant leurs compétences de niveau d'entrée. Ce changement réduit le temps d'attente que les stagiaires ont dû prendre à l'obtention de leurs exigences d'apprentissage et la possibilité de passer l'examen. Ensemble, ces trois changements opérationnels qui seront mis en œuvre au cours des 12 prochains mois aideront à faciliter l'accès aux professionnels, à réduire l'anxiété entourant l'exigence en matière d'apprentissage pour le superviseur et les stagiaires, à améliorer l'uniformité de la formation et de réduire les retards inutiles dans la rédaction d'examens, réduisant ainsi le potentiel de temps d'accès au permis d'exercice. Finalement, nous allons continuer d'explorer d'autres voies d'accès au permis d'exercice. Le collège continuera à réfléchir aux leçons tirées des consultations. Les agents en formation, les superviseurs et les autres intervenants pays ont soulevé des considérations importantes qui nécessitent une réflexion plus approfondie par le collège. La consultation confirme que la confirmation pratique est un élément essentiel à l'acquisition de la connaissance et des compétences requises pour être un agent de brevet ou agent de marque de commerce. La possibilité d'intégrer les composantes axées sur l'éducation pour compléter, soutenir l'apprentissage ou
pour offrir une voie de rechange pour améliorer l'accès aux professionnels devraient être examinés plus avancés. Encore une fois, ces domaines continuent d'être explorés et aucune décision stratégique n'a été prise quant à savoir si de telles voies peuvent ou devraient être mises en œuvre. Si de tels changements majeurs sont proposés au collège, nous consulterons sur ces changements. Je vais maintenant passer la parole à Victoria pour parler de nos expériences en matière de plaintes et les mesures de discipline cette année, l'importance de la fraude et de pratiques non autorisées qui menacent de continuer et continuent de menacer les titulaires de droits de pays canadiens et les mesures du collège continuent de prendre pour tenter de combattre ce problème. Merci beaucoup, Jen. Bonjour tout le monde. Je suis Victor Reese, avocate générale, responsable professionnel pour le collège. Je suis avocate et je viens de Portuguese Cove, à Nouvelle-Écosse, qui ne souffre pas d'inhalation de boucan. S'il vous plaît, viens vous joindre à nous. Donc, l'une des principales façons que le collège soutient le système florissant du pays au Canada est par la supervision de la présentation d'éthique et de compétences des services par les agents. Cela signifie qu'il faut s'efforcer par des moyens proactifs et réactifs d'aider les titulaires de licences à comprendre et à adhérer au code de déontologie des agents de brevets et des agents de marque de commerce. Donc, nous aidons les titulaires de permis à éviter de faire l'objet de plaintes grâce à notre processus proactif d'enquête d'éthique qui est de plus en plus utilisé. On est vraiment heureux de voir que c'est utilisé. Nous avons aussi dans les premiers 4 mois, plus qu'on a été dans toute une année complète et les années avant. Donc, les leçons tirées de ces enquêtes deviennent souvent la base d'articles sur l'éthique dans notre bulletin mensuel. Sur les articles sont archivés et disponibles dans notre base de données consultables. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons appris beaucoup des agents sur ce qui se passe en pratique au travers de ces demandes et les agents apprennent beaucoup sur comment appliquer leur règlement d'éthique et comment fournir des lignes maîtresses dans le meilleur intérêt des clients. Donc, lorsque nous avons la chance d'avoir les plaintes demeurent très faibles et de majorité pour la majorité des préoccupations relatives à la conduite soient traitées par notre agent de règlement rapide, mener le processus d'enquête ou par le registre, le rejet de certaines plaintes dans le cas échéant. Les plaintes renvoyées au comité d'enquête font l'objet d'une enquête et d'un traitement équitable, approfondi et opportun par les titulaires de permis expérimentés et des non-titulaires de permis. Les audiences et les décisions écrites sont publiques, ce qui favorise un processus transparent et entièrement responsable. En ce qui concerne le collège est vraiment fortuné d'avoir 2 présidents pour ces 2 comités, Chris Dangerfield pour le comité d'investigation et Marcel Monchon pour le comité de discipline. Marcel et Chris ont passé les derniers 4 ans maintenant à construire ces aspects clés de la profession et leur programme de responsabilité ont fourni un leadership dans ces domaines. Donc, en ce qui concerne les questions d'exercice non autorisé, en général, on agit rapidement pour tenter de protéger les innovateurs et créateurs du Canada contre la fraude et l'exercice non autorisé par des praticiens non qualifiés. En commençant à août de 2024 et en continuant jusqu'à ce jour, les membres du public ont été ciblés dans des tentatives d'hameçonnage par des personnes et des entreprises frauduleuses qui demandent des mesures de paiement pour prévenir les menaces à leur propriété intellectuelle. Ces fraudes sont très sophistiquées et extrêmement agiles. Ils utilisent probablement l'intelligence artificielle pour créer des messages et des sites web qui semblent légitimes. Et parfois, ils s'approprient les noms des véritables titulaires de permis et d'avocats, bien que la plupart du temps, les noms utilisés sont inventés. Donc, le collège a réagi de manière agressive pour protéger les personnes ciblées. Et à ce jour, le collège a reçu et répondu à plus de 350 déclarations de préoccupation
des titulaires et les membres du public. Nous avons publié de nombreux avis conseillant le public à faire preuve de prudence. On a travaillé avec les autorités pour fermer les sites Web frauduleuses. Nous avons lancé une nouvelle page Web sur la fraude centralisée avec les avis, les conseils pour repérer les fraudes et les coordonnées pour alerter le collège, qui a été vraiment efficace. Et nous avons collaboré avec OPIC et d'autres intervenants. Et les informations que je reçois maintenant, quand on reçoit ces hameçonnages, ils cherchent immédiatement, ils viennent voir le collège, le site Web, et pour pouvoir s'identifier que quelque chose est une fraude et ils nous laissent savoir. Donc, on est bien conscient de ce qui se passe. Le collège va nommer, faire honte aux fraudeurs. Sur une page dédiée, nous avons répertorié les noms frauduleux, les noms commerciaux et les sites Web et les numéros de téléphone utilisés par les fraudeurs. Nous fournissons également des exemples de courriels et offrons des conseils pour aider les victimes à identifier qu'elles sont victimes d'hameçonnage. En plus, en plus de ce scam d'hameçonnage, nous avons également répondu aux préoccupations de l'UAP concernant les avocats et les mandataires et d'autres personnes qui ont commercialisé leurs services de pays de manière qui pourrait semer la confusion ou induire le public en erreur quant à l'étendue des services qu'ils peuvent fournir ou à savoir s'il y a un agent de brevet ou de marque de commerce employé par ce cabinet. Et dans ces cas, nous examinons les sites Web et les réseaux sociaux. Nous communiquons directement les entreprises et leur indiquons ce qu'elles sont autorisées à faire ou à commercialiser et demandons que les modifications soient apportées à leur publicité. Et je suis très heureuse de dire que nous avons réussi environ une demi-douzaine de cas de ce genre de grâce et de réponses très constructives de la part des entreprises et les particuliers. Nous avons le pouvoir, en vertu de la loi, d'appliquer cette mesure à la Cour fédérale, mais jusqu'à maintenant, nous avons été à mesure d'éviter ce processus aussi long et coûteux grâce à un règlement rapide proportionné au accès sur ces risques. Le collège a investi beaucoup de temps et de ressources pour aider à protéger le public contre la fraude d'une manière aussi infâme. Et nous continuerons d'agir dans l'intérêt supérieur du public canadien en réaction à cette escroquerie. Donc, sur ça, je transmets maintenant au directeur Sean Walker pour donner un aperçu des états financiers de audité de 2024. Merci, Victoria. Donc, comme Victoria a dit, je suis John Walker, l'officier des finances basé à Halifax, Nouvelle-Écosse. Donc, je vais parler aujourd'hui pour donner un survol des faits saillants de 2024 et avec toutes les déclarations sont présentes sur le site Web. Le lien est là aussi et c'est sur une section du rapport sur le site Web. Donc, je vais donner un peu d'arrière-plan sur l'audit externe. Donc, le comité par Bob, on a parlé, a rencontré les auditeurs de Thornton Granton en mars et a recommandé l'approbation des états financiers au Conseil. Ils ont été approuvés en mars, le 24 mars, et comme mentionné, une copie complète a été affichée sur le site Web. Nous avons réalisé un audit de fin d'exercice réussi pour 2024 avec une opinion d'audit sans réserve. Les états financiers ont été présentés fidèlement et tout matériel, aspect significant et la situation financière du collège au 31 décembre de 2024. Aucun rajustement n'a été requis aux états financiers. Donc, d'autres notes, le collège est une entité à but non lucratif aux fins des comptabilités d'impôt sur le revenu. Par conséquent, il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu, mais nous devons tout de même produire un rapport avec le ARC qui a été fait et envoyé. Et le collège sous les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Donc, les résultats financiers, donc, on était très favorable en 2024. Nous avons terminé une année avec un excédent de 1,4 million de dollars, soit 1 million de dollars de mieux que l'excédent du 400 000 prévu et au budget. Il s'agit bien sûr de meilleurs résultats que le déficit de 2023 lorsqu'on avait 12 000 dollars de déficit. Et même avec les revenus plus élevés que prévus,
Nous avons maintenu une dépense bien en deçà du budget. Nous n'avons pas dépensé simplement plus parce qu'on voyait plus de revenus excédents qui entraient. On a contribué dans le plan de contribuer ce surplus à notre réserve qui est présentement à 1,7 million de dollars. Et nous sommes en voie de construire nos réserves financières. Je en parlerai davantage dans quelques minutes. Donc, pour souligner quelques aspects financiers, on regarde la position du collège qui est démontrée ici sur la déclaration. Sur le côté actif, on a terminé avec 1,9 million de dollars en fin d'exercice, composé de 1,8 en argent en investissement avec d'autres petits montants pour le TPS, compte débiteur, les dépenses prépayées d'avance et des immobilisations. Et pour les montants dans les sections passives, 175 000 en montant liés aux factures des fournisseurs et aux paiements aux personnes siégeant au comité du quatrième trimestre qui appuie les initiatives en matière de réglementation, d'éducation et de compétences. Et comme je mentionnais, concernant l'actif net ou les réserves, tel que mentionné, l'excédent contribué au montant de la réserve de 1,7 million de dollars et bien sûr un meilleur résultat que le déficit de 2023. Un bref aperçu des financières opérations pour 2024. Donc, les revenus ont augmenté en 2024 à comparer à 2023, principalement en raison des nouveaux droits de licence et les examens. Comme on a mentionné, John a mentionné, nous avons l'addition les examens qui a amené un peu plus de revenus aussi, et qui commence en 2025 pour le budget. Et nous avons également pu investir les manières prudentes dans les CPG et nous avons reçu des revenus d'intérêt supplémentaires en 2024. Et nous avons reçu d'autres intérêts supplémentaires en 2024. Et encore une fois, on est très prudent avec nos dépenses et nous avons terminé à quasiment 500 000 sous-budget pour les dépenses. Et le plus grand sont les frais légaux, discipline, d'audience, la réglementation, la rémunération du conseil d'administration, les comités de soutien et les coûts de traduction. Donc, on saute à l'avance maintenant à 2025. Une page résumée. Donc, 2025 représente la deuxième année de notre plan pluriannuel visant à constituer des réserves financières requises, que j'ai déjà mentionné, 1,7 million de dollars, et le budget de 2025 a été élaboré avec un plan visant à ajouter environ 1 million de dollars d'excédent annuel aux réserves, qui, dans le plan, serait 2,7 à la fin de 2025. Du côté revenu, nous avons vu nos frais augmenter de 2 liés à l'EPC, comme exigé par nos règlements administratifs. Et l'intention, c'est de suivre l'inflation et l'augmentation des coûts de nos fournisseurs. Comme mentionné, nous avions la deuxième administration des examens théoriques pour la première fois, ce qui fournit des revenus supplémentaires. Et nous espérons avoir revenus augmentés avec les JC maintenant que nous avons un peu plus de principes et les taux d'intérêt vont coopérer. Et pour les dépenses, on continue le développement de nombreux programmes, les examens de compétences, le cheminement d'audiences disciplinaires et des enquêtes sur les pratiques non autorisées. Et tout ça, on a vu une décroissance dans le budget d'à peu près 100 000 de 25 par rapport à 24. Et comme je l'ai mentionné, nous avons une équipe de seulement 7 employés, aucun bureau physique. Et donc, pas de bâtiment, pas de loyer. Donc, beaucoup de nos dépenses sont les gens et nos ordinateurs. On est très conservateur et très sérieux avec notre budget. On essaie de garder les dépenses aussi bas que possible. Et maintenant, tel que mentionné, je vais passer ça à Judah pour qu'il puisse expliquer la prochaine étape. OK, bon, on a vu de où on est arrivé. Maintenant, on va regarder plus dans le futur. On arrive maintenant à ce plan stratégique à la fin de 2025 et nous sommes très heureux de regarder de l'avant et le Conseil pense à considérer les priorités pour le prochain plan stratégique qui sera de 2026 à 2028. Donc, pour être sûr, ça va continuer plusieurs des priorités
qui ont été avec nous depuis le début. On est dédié pour s'assurer que c'est juste des entrées faciles avec les nouveaux examens qui sont administrés à tous les ans. Nous allons quand même prendre le téléphone lorsque les agents ont des questions pour nous sur l'éthique et on va quand même répondre lorsque le public était inquiet sur les pratiques et de autoriser beaucoup du travail continu. Donc, on s'attend que le plan stratégique va aussi regarder d'autres domaines. Je mentionne continuellement le développement professionnel, par exemple, où nous savons qu'il y en a plusieurs dans la profession qui demandent quelles sont les politiques, à quoi ça va ressembler. Et bien sûr, on va consulter avec les détenteurs de permis pour apprendre c'est quoi les besoins et de s'assurer qu'on trouve une bonne touche qui reconnaît que plusieurs de nos titulaires sont réglementés dans d'autres professions aussi. Nous allons s'attendre d'avoir le travail complété sur notre planification d'ici la fin de 2025 pour avoir des plans d'affaires et des budgets, des estimés de budget disponibles pour la mise en œuvre. Et ça va informer les ressources que nous allons besoin pour les prochaines années pour financer nos opérations. Donc, sur le côté financier, suivant cette planification, nous sommes vraiment heureux d'être à l'avance sur la cédule, c'est-à-dire c'est fantastique, une bonne nouvelle pour nous tous. Nous construisons nos réserves initiales. Notre départ, notre niveau de départ maintenant sont revus par l'Audi, nos experts d'Audi et le comité qui font la recherche et vont vérifier des exigences à long terme pour la réglementation, pour la nature de nos activités. Ils vont être en position pour faire des recommandations sur les réserves appropriées au collège plus tard cette année et le collège, le comité va travailler pour vérifier quelles sont les réserves à long terme avec ces conseils en tête d'ici la fin de l'année. Ça veut dire que le collège va être en position pour vérifier les finances à long terme et les besoins de l'organisation à long terme et les frais selon le cas. Donc, nous voulons assurer nos titulaires que le collège est engagé à des frais qui reflètent les coûts à long terme de réglementation. Donc, en 2024, il était nécessaire pour la viabilité financière à long terme du collège d'augmenter les droits de licence afin de disposer de fonds opérationnels suffisants, pas simplement pour les opérations journalières, mais de construire les réserves qui sont essentielles pour les organismes de réglementation. À titre de rappel, les droits de permis sont actuellement inclus dans nos règlements administratifs et sont sujets à des augmentations ou à des diminutions annuelles en fonction du coût de la vie. Donc, à la fin de 2025, nous serons armés avec les données qu'on a besoin pour faire la revue des frais d'examen et devraient être en position de travailler avec les professions et de consulter avec eux aussitôt que 2026. Ça nous aidera à déterminer les honoraires appropriés pour le prochain chapitre et ensuite nous travaillerons avec le gouvernement du Canada pour mettre en œuvre des changements requis par nos lois aussitôt que possible. Donc, c'est notre regard dans le futur. Et avant d'ouvrir aux questions maintenant, je veux simplement remercier tout le monde qui a travaillé avec le collège dans la dernière année. Nous comptons sur les expertises de nos titulaires de permis de nombreux domaines. On a entendu de Jen de plus des centaines de titulaires qui ont participé dans les groupes de travail et les consultations, ce qui fonctionne et où on peut faire des améliorations. Nous avons de plusieurs titulaires qui ont aidé pour établir des standards, pour aider à marquer les examens, noter les examens, être impliqué dans le travail d'inscription. Et vraiment, c'est vital comme travail et on est vraiment à apprécier tous les titulaires qui nous aident. Nous allons aussi apprécier tout le soutien, la collaboration de d'autres dans le secteur pays. Merci encore nos collègues de ICED et CIPO. On est vraiment, Constantino et son équipe aussi avec nous et les collègues de ICET. Et nous sommes reconnaissants aussi à EPIC qui soutient continuellement les titulaires de licence dans le secteur du pays en général par leurs initiatives et activités de plaidoyer. Et j'apprécie l'opportunité de parler avec plusieurs pays et des agences et d'autres dans l'écosystème pour comprendre les besoins des consommateurs et
où le collège peut assister et assurer que ceux qui sont en démarrage ou en augmentation vont recevoir le type de soutien pays et les services professionnels qu'ils recherchent. Et leur commentaire a été très utile à comprendre les besoins des consommateurs. En 2024, on était fortunés d'avoir participé dans de nombreuses conférences où nous avons tous deux partagé l'expertise du collège, appris des autres. Euh, on était à Saint-Jean pour EPIC et la conférence. On a appris beaucoup là. John a touché sur le sujet déjà. On a présenté aussi, et on peut être présent sur différentes conférences où on fait la promotion de nos pratiques sur l'intelligence artificielle et j'ai vraiment hâte de parler ça plus tard aujourd'hui au webinaire EPIC et encore dans l'automne avec d'autres réglementations. Plus tôt cette année, nous avons aussi pu toucher à base avec différentes organisations de pays au travers des conférences tenues sur IPON et l'année passée et d'autres, incluant les consortiums de groupes pays qui ont tenu des webinaires en personne sur le futur de l'éducation pays et qui a eu lieu en mai. Donc, on a eu tellement de points merveilleux. Et en tant que jeune réglementation, c'est crucial de comprendre le système pays où nous pouvons jouer un rôle proactif et qui va continuer à travailler côte à côte avec nos collègues et nous sommes reconnaissants que cette année était vraiment une belle expérience. Donc, sur cette note, on va ouvrir ça aux questions. Et je crois que je peux remercier tout le monde. J'aimerais remercier ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en personne. Ceux qui sont en personne, vous pouvez vous lever et aller au micro. Et pour ceux qui se trouvent en ligne et qui auraient une question, mettez-la dans le Q et A, donc questions et réponses au bas de votre écran. Donc, notre collègue va pouvoir lire la question tout haut. Et si vous n'avez pas de questions tout de suite, vous pouvez nous envoyer un courriel à info, CPATA, ou vous pouvez trouver un courriel pour que nous puissions répondre à à votre question. Alors, on a quelques minutes, allez-y. Hello. Okay, we have a question online. I can start with that. Nous avons une question en ligne. With respect to disciplinary measures, can you explain why the discipline proceedings Par are rapport aux shown on mesures YouTube? disciplinaires, They seem to have pouvez-vous concerns about expliquer pourquoi prejudicing les children's procédures de rights that we saw discipline sont montrées sur regarding YouTube? a patent application? On ne devrait pas pouvoir porter préjudice au droit du client de publier l'information par rapport à leur demande de brevet. Donc, la question, c'est lorsque nous avons des audiences, il n'y en a pas beaucoup, mais quand nous les avons, elles sont en direct et c'est conforme avec notre principe de cour ouverte. Les gens devraient être en mesure de voir les audiences, mais est-ce que ceci pourrait porter préjudice à un client qui aurait de l'information confidentielle ou de l'information privilégiée? Qu'est-ce que vous faites pour protéger le client? Je peux vous assurer que notre comité de disciplinaire indépendant a utilisé ce principe d'audience ouverte et l'a rendu disponible pour ceux qui veulent observer les audiences en direct. Ils ne peuvent pas les enregistrer, ils ne peuvent pas en discuter sur les tweets et c'est vraiment comme une cour régulière. Mais il y a aussi des politiques en place. Lorsque les cas sont avancés, nous retirons des références confidentielles ou privilégiées. Donc, si le client a de l'information sensible, par exemple, il passe toujours à travers le processus de brevet, cette information ne serait pas présentée au public. Je ne crois pas que nous ayons eu cette circonstance à date et le président du comité de discipline nous dit que non. Mais s'il y avait de l'information hautement sensible ou de l'information privilégiée qui devrait être montrée au tribunal, il pourrait avoir des audiences à huis clos. C'est-à-dire que ces parties de l'audience seraient faites hors ligne pour que cette information confidentielle et privilégiée soit protégée. Nous avons des mesures en place et les politiques ont été élaborées par le comité de discipline et ils sont disponibles sur notre site Web. Alors, j'aimerais débuter.
par quelque chose. Je regarde la salle et je pense que vous avez fait un très beau travail avec la rétention du personnel. Je crois que tout le monde qui est dans la salle aujourd'hui y était l'an passé. Excellent travail. C'est bien de voir cette continuité dans une si jeune organisation. Alors, c'est un commentaire, un compliment de ma part. J'ai deux questions, probablement pour Sean, la première. Donc, vous vous attendiez à ce que... Donc, 1,4 a été ajouté dans l'année passée et vous vous attendez à 1 million qui sera rajouté à la réserve cette année. Pourquoi il y aurait 200 000 de moins? Je ne pensais pas que les dépenses auraient une augmentation de 400 000. Et je vais poser ma deuxième question. Je crois qu'il y a un an, avant l'augmentation des frais de 80 vous aviez une cible pour la réserve. Vous pouvez me corriger sur le nombre. Je crois que vous aviez dit 3 millions. Ça pourrait être autre chose. Mais j'aimerais savoir la cible. Maintenant que vous avez l'évaluation de la cible et le modèle de revenu, je sais que vous voulez faire attention et ne pas être poussé par le revenu, mais j'aimerais savoir quelle est la cible que vous aviez établie avant l'augmentation dans les frais que nous avons vus et qui a résulté à l'augmentation de revenus. Pour répondre à la première question, je vais parler de la réserve. Sean parlera des estimés pour le budget pour cette année. Tu veux débuter, Sean? Le budget 2024, l'intention était d'avoir un surplus, d'avoir 400 000 Nous sommes arrivés à 1,4 million, donc il y avait 1 million de plus que le budget visé. Nous avons été en mesure de contribuer à 1,4 million de dollars à la réserve. Pour 2025, nous avions budgétisé 1 million de dollars en surplus, qui, comparé au budget de 2024 de 400 000 de surplus, nous sommes rendus à 1 million. Donc, nous avons 1,7 million de dollars dans les réserves. Et selon le budget, nous nous attendons à un autre million. Donc, si on est sur notre budget pour 2025, nous allons pouvoir contribuer un autre million à la réserve. Donc, les dépenses étaient sous le budget en 2024 d'un demi-million. C'était les dépenses comparées au budget. Mais les dépenses de 2025 comparées à 2024, il n'y a qu'une différence de 100 000 Donc, si vous avez eu un revenu de 1,4 dans la réserve cette dernière année, oui, et là, c'est un total de 1,7. Alors, pourquoi est-ce que c'est 100 000 pour l'année prochaine? Parce que nous budgétisons le revenu par rapport aux dépenses. Alors, vous attendez un déclin dans votre revenu? Non, on s'attend que le revenu soit similaire, mais nous attendons que les dépenses soient de 400 000 supérieures à l'an passé. 400 000, je pensais que c'était moins. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo? Les dépenses budgétisées sont 100 000 de moins en 2025 par rapport à 2024, mais on s'attend à ce que les dépenses réelles soient de 400 000 de plus. Pouvez-vous aller à la diapo précédente, s'il vous plaît? Donc, on a des dépenses de 100 000 et ça, c'est comparé au budget et pas comparé au rendement actuel. Donc, on s'attend qu'il y ait 500 000 de plus dans les revenus actuels. OK, on va voir où est-ce que ça va tomber, les revenus réels. La question de suivi, c'était les réserves, comment nous les envisageons? Les réserves initiales étaient des réserves de démarrage. De quoi nous avons besoin tout de suite si on avait un cas majeur immédiatement tout de suite. Donc, nous avions ciblé notre réserve opérationnelle sur 6 mois du budget annuel qui était environ 1,5 million de dollars, si je m'en souviens. Nous essayons de couvrir le risque d'un cas majeur à ce moment-là en termes de discipline. Nous avons regardé les estimés, nous avons parlé à d'autres organismes de réglementation. On a regardé les pics, on a regardé est-ce qu'un organisme de réglementation pourrait exiger
Et nous avons regardé le cas complexe, nous avons pris les données dans un point X et que ça coûterait un montant X. Donc, rapidement pour dire, dans un cas majeur où est-ce qu'il y a plusieurs appels ou plusieurs litiges, nous avions attendu 750 000 de budget. Donc, nous allons rencontrer cela. Nous sommes très heureux d'être en avance sur nos attentes par rapport à nos fonds pour les jours de pluie, parce que les jours de pluie vont peut-être arriver. Donc, on a dit, OK, ça va très bien. On veut s'assurer qu'on ait les réserves disciplinaires en place pour le plus long terme en tant que réglementaire, parce qu'on peut avoir plus qu'un cas majeur à la fois, et on l'a déjà vu se produire dans de plus petits environnements réglementaires. Et nous savons que d'avoir cet argent en place au bon niveau, ça va nous mettre en place pour le succès à long terme. Dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de jour de pluie, tu laisses l'argent là et ensuite tu peux regarder les frais pour combler les coûts opérationnels seulement. Donc, il y a quelques domaines que nous devons encore construire, mais on n'essaie pas de construire des choses majeures ou significatives. Nous essayons de continuer de croître à un taux raisonnable et à l'intérieur du mandat qui nous a été donné. Alors, on regarde ça et nous allons pouvoir atterrir à un certain point. Donc, rapidement, nous avions 1,5 pour les opérations, 750 comme point de démarrage pour la discipline. Nous regardons les deux éléments de très près pour les mettre à long terme. Et cette information devrait revenir au CA à la fin de 2025-2026. On devrait avoir l'information finale. J'ai une question en ligne. On pourrait alterner en personne et en ligne. Donc, la question, c'est comment pensez-vous mettre en œuvre le CPD comme dans d'autres domaines, il n'y a pas de mise à jour technologique. Donc, comment est-ce que nous pourrions avoir un seuil pour rencontrer les exigences CPD? C'est une très bonne question. Alors, nous allons demander aux titulaires de permis, on va demander au public quels sont les besoins. Donc, la raison on s'est pas lancé dans la planification, c'est quand on a fait un sondage de la profession, on a demandé aux gens combien de formations ils prenaient. Les agents, typiquement, sans exigence réglementaire, prenaient beaucoup de formations. Donc, il y a les formations de base, les formations techniques, les formations légales et éthiques. Donc, nous allons revenir à la profession et poser des questions. Donc, nous avons tous des formations en tant qu'ingénieur, en tant qu'avocat et des fois d'autres professions, mais il y en a des agents, des fois, qui ne font pas partie d'autres professions. Ils sont en mesure de mettre l'accent sur leur travail d'agent de brevet seulement. Donc, on veut savoir quel genre de politique pourrait être mise en place pour reconnaître des développements de compétences qui sont reliés à la profession et de développer un cadre. Donc, il y a des approches réglementaires de CPD pour compter le nombre d'heures de plans de formation autonome. Alors, ce que nous voulons faire en tant que conseil, c'est de regarder les différentes options et où est-ce que les régulateurs s'en vont avec le CPD. Le CPD est rattaché au public et ils reconnaissent que les professionnels ont plusieurs façons de compléter leur formation. Nous reconnaissons également qu'il y a plusieurs formations disponibles au Canada et au niveau mondial. EPIC donne de l'éducation excellente. Je serai sur un panel avec eux dans les prochaines semaines. Nous savons qu'à la barre et les associations, il y a des organismes internationaux comme INTA, CISPI, WIPO a plusieurs offrandes multilingues également. Alors, on veut prendre ça en compte également. Bien que le collège n'a pas encore développé la politique, il n'y a rien d'obligatoire présentement, mais on va vous revenir pour consulter avec vous sur le sujet. Bonjour, Judah. C'est Viola Thomas de IP Ontario, de Pays Ontario. J'aimerais savoir si vous pouvez élaborer sur la façon que vous identifierez les professionnels dans les différents secteurs d'opération. Je regarde dans la salle, plusieurs d'entre nous ont pratiqué depuis longtemps et nous rencontrons probablement les exigences dans plusieurs domaines. Où en êtes-vous là-dessus et quel est votre plan? Présentement, nous sommes agiles et nous essayons de nouvelles choses. On va essayer, on va s'assurer qu'on ne brise pas le tout.
Présentement, ce que nous faisons, c'est que nous avons discuté avec les titulaires de permis. On va continuer de donner de l'information là-dessus. Mais ce que nous faisons, c'est que nous laissons les titulaires de permis décider pour eux-mêmes ce qu'ils croient et sachant que ils ont des obligations éthiques, ça doit être vérifiable. Ils pourront écrire sur notre registre quelles industries ils desservent. Nous nous attendons à ce que les titulaires de permis vont cocher les cases seulement dans les domaines qu'ils ont de l'expérience. S'ils acquièrent plus d'expérience, ils peuvent revenir en ligne et ajouter une nouvelle industrie. C'est un outil brut, il n'est pas parfait et les titulaires de permis devront faire attention à être transparents, équitables et raisonnables. Et les clients devront également poser des questions aux titulaires de permis lorsqu'ils essaient de chercher le bon jumelage. Alors, pour l'instant, c'est le fardeau retombe sur les épaules du titulaire de permis. Peut-être qu'on va raffiner le tout avec le temps. Alors, on débute avec le système. Secteur primaire versus les autres. Présentement, c'est une liste ouverte, mais c'est la chose sur notre registre, c'est qu'on peut l'ajuster assez rapidement. Donc, on va voir comment ça va aller. Possiblement, quand ça peut aller aux primaires, ça pourrait qu'on demande sur un autre rapport subséquent annuel que vous allez nous fournir les industries que vous avez servies par pourcentage et ça va permettre certains pourcentages d'être reflétés dans vos pratiques. Et pour cette année, nous avons commencé avec une adoption volontaire. Donc, on ne voulait pas que les gens aient à répondre. Il y avait certaines questions qui n'ont pas réussi sur ce déploiement, mais on va vérifier ça et voir c'est quoi la bonne touche, possiblement qu'on aurait besoin de raffiner le tout. Bon, présentement, on n'a pas d'autres questions en ligne. Bonjour, c'est Paula Clancy. J'avais une question rapide sur l'acte du collège et les réglementations. On a vécu avec ça depuis 40 ans maintenant. Y a-t-il une investigation ou de revue de la législation qui continue sur le collège ou le CA sur les ajustements qui ont besoin d'être faits à la législation ou est-ce que ce n'est pas très haut sur votre priorité présentement, qui serait comprenant? Mais j'aimerais simplement avoir le sens de l'acte et la réglementation et qu'est-ce qui se passe en arrière-scène sur ce front. Oui, OK, je vais parler. Je vais mettre mon chapeau ici. C'est très tôt, 4 ans. C'est assez relativement nouveau. Donc, il y a toujours des choses qu'on aurait aimé qui soient faites différemment, mais je ne sais pas exactement s'il y a quelque chose là qui soulève vos besoins, que vous voulez retourner. Le gouvernement est très occupé, avec un agenda très occupé aussi. Mais on va voir, mais point de vue opérationnel, en ce moment, les choses fonctionnent bien. Et je crois qu'il n'y a pas de parties de l'acte qui qui causent des problématiques sur les opérations au point de vue de la loi. Donc, sur les lois, ça serait une question pour le comité, mais opérationnellement, on fonctionne à l'intérieur du mandat qui nous est donné. Un peu plus sur ce front, Paul, au point de Judas, il y a des choses qu'on pourrait espérer qui seraient différentes, mais on est d'accord qu'à certains points dans le temps sera bon de faire une revue complète et de comprendre quelles sont les choses qui ont du bon sens pour nous et de retourner à l'arrière et voir les révisions à la législation, la réglementation légale. Mais à ce point-ci, dans notre carrière, ça n'a pas été la plus haute priorité parce qu'on a à gérer à travers avec ce que nous avons finalement. On n'a pas d'autres questions en ligne, mais je vais vous encourager, les participants en ligne, d'utiliser les questions-réponses. C'est une bonne façon d'être là avec nous. Bonjour, Mervyn, avec la Défense nationale. Les services publics, surtout les gérants d'embauche, sont conscients des exigences de la langue officielle. Et dans quelques semaines, tous les superviseurs seniors et gérants devront être bilingues. Je me demande quel effort le collège a entrepris ou a dans la pipeline pour développer
le bilinguisme et les agents de brevets et de marques de commerce, parce que je cherche quelqu'un engagé présentement et c'est vraiment difficile. Deuxième question à propos de le programme de développement. Donc, mon bureau a des agents classe 1, mais notre expérience ou de parler avec notre contrepartie au ministère de la Défense qui a un programme de formation semblable qui passe le temps et l'effort de former les candidats qui deviennent les avocats côté brevet, marque de commerce et ou aussitôt qui ont le biais, ils vont directement pour les firmes. Donc, quel incitatif? Je sais qu'on en a parlé, les incitatifs qui seraient pour engager les gérants, je pourrais engager les gérants de passer au travers de cet exercice et de ne pas s'attendre aux mêmes résultats. Merci. Oui, c'est des excellentes questions, le futur de la profession et les réponses, c'est que la réglementation en soi, c'est le seul groupe qui peut régler ça. Donc, c'est des questions qui vont en partie à qui peut fournir la formation. Quelle firme opère en anglais et en français? S'il n'opère pas déjà en anglais et en français, est-ce qu'on peut quand même faire du recrutement de quelqu'un qui est bilingue, qui possiblement peut travailler premièrement ou exclusivement en formation en anglais ou en français exclusivement, ou pourrait migrer leurs compétences s'ils trouvent une nouvelle opportunité post-appel dans un environnement bilingue? Bon, c'est un domaine difficile pour le Canada. Bon, je ne veux pas faire semblant que ça n'existe pas. On a parlé des firmes qui opèrent en affaires en français et ceux en anglais. Et c'est pas qu'on est là dans les deux solitudes, si on veut, mais certainement, il y a des différentes bases de clients et qui fait que c'est un défi d'avoir d'expérience de travail où ce que les gens seront exposés au travail technique en anglais ou en français. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est partiellement un problème de marché et la disponibilité des placements fournis par les gouvernements, les firmes, les agences et d'autres employeurs. En termes de la question de l'apprenti, je crois que Jen a fourni des suggestions de divers incitatifs qui pourraient être surtout pour ceux qui sont superviseurs plutôt que les firmes nécessairement. Je ne crois pas que les recommandations pourraient régler le problème euh, comme d'autres professions de réglementation avec des internes. Il y a un niveau pour la formation et lorsque quelqu'un est dans la profession, ils ont la possibilité de se déplacer. Et ça a toujours été un défi, que ça soit un médecin dans un centre de santé, dans un hôpital, une position compétitive et ils sont nourris par les meilleurs. Et ensuite, ils se déplacent vers une autre province ou peut-être même un différent pays. On voit ça de long en large. Je crois que ce que les employeurs peuvent faire autant que possible, c'est de rendre ce lieu de travail une place incroyable et de recruter les meilleurs et les plus brillants, de créer un lieu de culture de travail qui va amener l'inclusion pour que les gens veuillent être là. C'est difficile, mais ça sera difficile, peu importe si l'apprenti, c'est 2 ans, 1 an ou 6 mois. Le recrutement, la rétention sera un défi et le mouvement latéral et leurs opportunités tendent à être dans les années plus tôt de la carrière professionnelle. Donc, c'est des défis et nous avons entendu parler de celle-ci. Nous comprenons pourquoi que pour quelques-uns, ça devient des barrières et on va devoir voir si la profession accepte que c'est les coûts de faire partie d'une profession et qui vont continuer à offrir des placements pour ceux qui ont un intérêt d'être dans la profession. Mais ce qui arrive après, qu'ils ont passé au travers du programme, ça dépend d'une variété de raisons. Bon après-midi, Kevin. Euh, je suis hub d'innovation dans une région. Je suis un poisson à l'extérieur de l'eau ici. Patientez avec moi un peu, s'il vous plaît. Mais probablement, c'est la première réunion que j'ai assistée. J'étais à Ottawa toute la semaine. On parlait avec les variétés individuelles. La notion du IA n'est pas arrivée. Donc, je vais amener le sujet. J'en ai parlé un peu, oui. OK. On va en parler encore. Quel est le rôle du collège en termes de, parce qu'évidemment, ça va avoir un effet.
sur les brevets, marques de commerce et ça va avoir un effet sur tout le monde. Que voyez-vous le rôle du collège pour aider à travailler avec les agents et gérer ça dans le futur et de gérer tout élément de, bon, je dirais, ce terrain et où est-ce qu'on voit notre rôle et comment on va gérer ça? Comment allons-nous nous assurer? Bon, ta profession, c'est de développer les meilleurs produits, livrer les meilleurs produits pour ceux qui comptent sur ces services. Bon, si tu peux en parler un peu. Oui, certainement. Jenny a été un perturbateur pour tout le monde et pour toutes choses. Et dans les professions en particulier, ça a soulevé le facteur Autriche, que ça ne changera rien et juste que le ciel va tomber, le robot va prendre le contrôle du monde. Mais la vérité va être à quelque part entre les deux, bien sûr. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas une prédiction, étant donné les changements exponentiels que l'IA peut nous amener dans quelques années. Nous sommes présentement, c'est au niveau éducation. Nous avons vu des problèmes déjà dans les réglementations professionnelles sur l'application du IA. Donc, on a des cas d'hallucination qui ont été cités par certains de nos détenteurs de permis. Et c'est des erreurs honnêtes. On les utilise comme les moments d'enseignement. On a déployé un guide qui parle de l'éthique et de l'application pratique de l'IA. Donc, premièrement, on a introduit le concept de l'IA pour ceux qui ont manqué les dernières années, mais aussi pour discuter quelles sont les façons pratiques qu'on embrasse l'IA dans les pratiques présentement, parce qu'il y a une large gamme éventaire, pas simplement sur l'ébauche, mais pour gérer les agences et gérer le quotidien. Et bon, les lignes sont brouillées un peu de comprendre où on pense qu'on utilise l'IA ou non, probablement que vous l'utilisez. Donc, on fait ça, ce côté éducation en premier. Ensuite, on parle de quels sont les cas en pratique et quels sont les risques qui ont besoin d'être considérés, sans nécessairement dire que nous ferons cela ou comme d'autres domaines de technologie, différentes licences auront différents manuels et différentes approches. Donc, on éduque sur les meilleures pratiques et sur les risques en tant que réglementation qu'on voit alentour de abandonner notre indépendance et notre jugement indépendant, laisser l'ordinateur prendre la roue. On n'est pas les seules professions où c'est arrivé. Il y a des cas en Ontario et de partout au Canada, aux États-Unis, en Israël même, de firmes d'avocats qui ont utilisé ou mal utilisé l'IA. Donc, on essaie d'être devant ces préoccupations-là. Il y a une autre question séparée qui est à propos des standards qui s'appliqueront pour pouvoir breveter une technologie ou de pouvoir breveter quelque chose lorsque l'IA a été utilisé dans son développement ou l'IA a été utilisé dans les marques de commerce. Ça, c'est plus à propos des politiques qui sont établies par les bureaux de brevets de marques de commerce ou les bureaux qui vont décider sur ces sujets. Donc, on encourage les professions de rester pertinents et courants. On développe aussi des pratiques et de la gestion de ressources courantes. On essaie de sensibiliser au travers de différentes auditoires. Donc, sur le Gen IA, j'ai parlé au-delà de 600 personnes à la Société de loi en Ontario en janvier. On parle aussi à EPIC sur le webinaire en juin. Nous parlerons avec d'autres réglementations et on prépare des questions, on reçoit les questions des différents titulaires de permis au fur et à mesure que tout avance. On n'a pas d'autres questions en ligne. Il est 3h27. Donc, s'il y a une dernière question, venez au micro ou les taper en ligne. Personne, pas de preneur. OK. Donc, on est arrivé à notre fin, ce qui est beau de tout ça pour ceux qui sont en ligne.
On peut vous donner 2,5 minutes dans votre journée. Et pour tous les autres ici, merci et nous vous encourageons à rester un peu. On a des rafraîchissements légers et apprendre à connaître votre voisin pays. Et on souhaite la bienvenue à l'opportunité de simplement avoir passé du bon temps en bonne compagnie. Merci pour tout le monde d'avoir été présent. Et si vous avez d'autres questions qui arrivent après, sentez-vous libre de nous contacter. On va vous recontacter. Merci encore.